Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Top Sport durant laquelle on va parler de la Pro League et du football européen avec la cérémonie du Ballon d'Or qui va se dérouler ce soir. Avec moi aujourd'hui, Bruno Govers, vice-président de Sport Presse. Bonjour Bruno. Oui, salut François. À ses côtés, Julien Denoël, journaliste pour Le Soir et pour Sud Info et spécialiste du RWDM. Bonjour. Et à ma droite, le duo toujours présent, Bertrand Crasson. Oui, bonjour. Et Philippe Van de Waal. Bonjour. Phil, on va commencer avec toi. Qui est ton homme du week-end de cette 12e journée de Pro League? Alors, j'ai eu un peu plus de difficulté à en sortir un, mais j'en ai trouvé un quand même. Avec un nom très sexy, mais j'ai besoin de mon petit papier pour le lire, pour m'aider. Il s'appelle Ikwemezi. Ouais. C'est bien ça? C'est ça, l'attaquant de l'OHL. De OHL. J'ai vu le résumé du match. J'ai pas vu tout en entier, mais j'ai vu ces deux buts. Impressionnant. De la façon... sa vitesse d'exécution dans le mouvement, de la façon dont il marque, mais certainement sa vitesse. Quand je vois, je ne connaissais pas, enfin je connais deux noms comme ça, mais là, ce gars-là, s'il fait encore quelques fois des mouvements, une animation pareille, il ne restera pas longtemps à OHL. Ouais. Ça m'a vraiment impressionné. Il a tué à lui tout seul le Sporting de Charleroi samedi. Bah oui, lui tout seul. Bertrand, ton homme du week-end? Moi, je dirais Vermaat, jeune attaquant. Puis bon, fils quand même de Sven Vermaat aussi, qui est une ancienne légende du club. C'est quand même rare aussi pour que le fils succède au père comme ça dans l'équipe première de Bruges. Quand même. Donc et puis il a marqué aussi. Après, je crois que c'était sa deuxième titularisation de la saison. Il aurait pu même alourdir un peu le score aussi avec 2-3 occasions manquées. Mais voilà, jeune, belge, prometteur. Et ça doit lui faire plaisir, titularisé dans le choc contre Anderlecht qui marque. Je crois un grand jour pour lui. Et puis voilà, une histoire un peu particulière. On a vu le papa aussi très fier dans la tribune. Et c'est rare quand même comme ça de voir son fils. Il y en a quelques-uns comme ça qui... il y a eu Stassin aussi qui est un fils d'eux, qui joue en France. Donc je crois que c'est rare de voir comme ça la descendance dans la continuité du papa. On va revenir sur ce topper dans quelques minutes, mais on va d'abord voir qui est votre homme du week-end. Julien, qui est le tien? Moi, c'est Jaron Sherry, joueur de l'Antwerp, qui a marqué contre le Standard. Et qui est un joueur qui explose cette saison alors qu'il a 36 ans. Et c'est un des symboles de cet Antwerp qui remonte la pente. Et en 12 matchs de championnat, il est déjà à 7 goals et 3 assists. Donc c'est quand même c'est pas rien pour un gars qui n'était pas toujours titulaire dans le passé. Et c'est peut-être même le plus beau transfert du mercato estival en Pro League. Et on finit avec toi, Bruno. Comme vous avez cité des joueurs, moi je vais plutôt opter pour un directeur sportif. Je songe à Dimitri de Condé. Bon, c'est l'architecte de Genk depuis quelques années. Ça marche plutôt bien. Je trouve qu'il a souvent le nez creux pour aller chercher des joueurs qui sont performants à Genk, parfois moins ailleurs. Hein. Donc j'ai cité le cas de Samata, qui a été extraordinaire à Genk, qui était moins en Angleterre, qui est revenu. Onwashu maintenant. Et encore une fois, il a fait preuve de beaucoup de perspicacité en allant chercher l'entraîneur qu'il faut, Thorsten Fink. Et Genk, c'est vraiment l'équipe qui produit du beau football. Ouais. Et on se demandait candidat au titre ou non. Pour moi, oui, absolument, candidat au titre. On va continuer à se plonger dans cette 12e journée de Pro League avec le gros match, le topper. Phil, je pense que tu étais au stade pour voir ton club de Bruges battre Anderlecht 2-1. Est-ce que pour toi, on peut dire que c'est une victoire incontestable des Brugeois? Je pense que c'était... évidemment, le premier but tombe de Vermaat donc assez rapidement dans le match, donc ça casse tout de suite un peu la dynamique, et certainement Anderlecht, qui m'avait l'air un peu... On va utiliser le mot soft. Je le sentais un peu... Ouais, pas au rendez-vous. Pour plein de choses, ils n'étaient pas là. Par contre, Bruges, oui, eux, ils étaient là. On sentait qu'ils jouaient très haut, il y avait une pression très haute. Beaucoup d'occasions. Je ne vais pas, comme beaucoup de supporters que j'entendais à la mi-temps, dire « Ouais, ça doit être 4-0 ou 5-0 ». J'ai dit « Bon, les gars, rater des occasions, ça fait partie d'un match de football. C'est dans le scénario d'un match. » Oui, un ou deux peut-être. Un sûr et certain, la tête de je ne sais plus qui avant la mi-temps, oui. Et par contre, Anderlecht, pas beaucoup d'occasions. Je pense que Mignolet avait
une petite après-midi de libre. Bertrand, est-ce que sur ce match-là, sur ces 90 minutes-là, est-ce que tu es étonné par la différence de niveau entre les deux clubs ? Oui, je crois que c'était quand même flagrant de voir la différence. Moi, j'ai entendu parler d'envie, de gagner, des choses comme ça. Bon, faut savoir quand même, un Bruges-Anderlecht, c'est quand même le match de l'année aussi, pratiquement. Je ne dirais pas que c'est le Classico, parce qu'historiquement, la rivalité de Bruges, une fois sur deux, Anderlecht était champion, Bruges aussi. Et donc, c'est vrai que j'ai trouvé Anderlecht peut-être pas assez incisif, pas assez méchant, pas assez agressif. Bon, voilà. Ni dans les duels, ni dans les courses, ni dans les efforts supplémentaires, etc. Il faut savoir qu'un Bruges-Anderlecht ou un Anderlecht-Bruges, c'est un match de l'année où c'est la guerre. Et on avait un peu l'impression qu'ils n'étaient pas préparés pour aller à la guerre. Et c'est à la fin du compte, sur la longueur des 90 minutes, sur les 90 minutes, il n'y a pas photo. Bruges mérite sa victoire largement, bien qu'à la fin, c'est ça qui miraculeusement aurait pu égaliser, mais dans l'ensemble, le contenu, je crois que le contenu est insuffisant, il faut le reconnaître. Donc voilà, depuis cette petite finale manquée où Anderlecht a reçu Bruges, aurait pu être champion l'année passée, même sous Rimmer, ici même avec Hubert. Est-ce qu'il faut vraiment incriminer tout le temps l'entraîneur ? Je ne pense pas. À un moment donné, les joueurs doivent aussi se rendre compte de l'importance de ça. Voilà, c'est eux qui sont dans l'arène. Ils doivent aussi faire des efforts supplémentaires, flirter avec la limite dans les duels, il faut savoir ça. Quand on va à Bruges, vous avez été voir des matchs, nous on en a joué, c'est chaud, quoi. C'est hostile, le public, il faut passer à un niveau supérieur dans tout. Il faut se dépasser. Si on ne fait pas ça, on perd. Et Anderlecht, je crois que n'a pas eu ces 10-15% en plus qui auraient pu leur permettre de rivaliser. Mais tu sais, Bertrand, ce que tu dis là, c'est 10-15% en plus pour un match pareil, ou quel que soit le match, mais certainement un Classico, ce sont des choses qu'en tant qu'entraîneur, tu ne devrais pas, et tu ne le fais rarement pas, inculquer à tes joueurs, parce que c'est la chose, pour moi personnellement, la plus normale de te donner à fond, de retrousser tes manches, de jouer d'une façon, comme disait Bertrand, entre guillemets, agressive. C'est normal, c'est la moindre des choses. Et ça y est, moi, ça me manquait. Bruno, est-ce que justement, sur ce match-là, tu as senti peut-être un problème de mentalité chez les Anderlechtois ? Justement, j'avais embrayé sur ce que dit Philippe. Écoute, ça fait coup sur coup qu'ils perdent 2 fois. Une fois contre le Beerschot, petite équipe, équipe de fond de classement. Une fois contre un grand de Belgique. Et les 2 fois, tu vois quand même un problème de mentalité. Tu vas au Beerschot, la fleur aux fusions, tu dis non, écoute, c'est une équipe de bas de tableau. Non, écoute, tu vas en déplacement, Bertrand a connu ça. Pour ces équipes-là, c'est le match de l'année. Tu reçois Anderlecht, c'est le match de l'année. Tu vas à Bruges, c'est le match de l'année. Alors, si en tant que joueur, tu n'es pas préparé à ça, là, franchement. Donc ça, c'est déjà un premier problème de mentalité. Deuxième chose, moi, je suis sidéré quand je vois des gars, on a parlé de Jari Versgaard, 7e saison. Il a 23 ans, mais à 16 ans, il était là. Donc, il connaît quand même la musique. En déplacement, dans des matchs pareils, c'est un poids mort. Que ce soit à Bruges, que ce soit au Standard, que ce soit à Gain, c'est un poids mort. Et il n'est pas le seul dans le cas. Alors là, il faut se poser aussi les bonnes questions, de savoir si oui, tu as peut-être des joueurs qui sont faits pour apporter une petite étincelle à domicile, mais qui sont complètement dépassés quand ils sont en déplacement. Ici, on parle des 90 minutes. Julien, est-ce que de manière générale, de manière plus globale, en fait, finalement, Anderlecht et le club de Bruges ne boxent peut-être-ils pas juste dans la même catégorie ? Non, le club de Bruges est clairement un cran au-dessus. Et pour rebondir un peu sur cette mentalité, c'est un problème général de l'effectif d'Anderlecht qui, je trouve, manque de caractère. Quand sur le terrain, tu n'as pas Vertonghen, l'année passée, tu avais Schmeichel, tu avais l'autre Danois, Delaney. C'est des joueurs qui avaient du caractère, qui avaient de l'expérience, qui savaient amener cette aura. Il n'y a plus ça sur le terrain. Quand on voit le 11 aligné hier, il n'y a aucun joueur, on se dit, ça c'est un vrai leader, quelqu'un qui peut taper du poids sur la table, qui peut emmener ses joueurs en disant, bon les gars, on est mené 1-0, on est mené 2-0, c'est pas grave, on y va. Il n'y a pas. Donc, je pense qu'Anderlecht, c'est Anderlecht là, si on l'a vu contre le Beerschot, qui était dernier, qui n'avait pas encore gagné un match, qui arrivait avec de l'envie de vouloir gagner ce match, Anderlecht s'est fait balayer. Et s'il n'y a pas un joueur, si le groupe n'arrive pas à aller de l'avant mentalement,
ils vont faire une saison très moyenne. Est-ce qu'il y a pas, Bertrand, plus de leadership finalement à l'infirmerie, à Anderlecht, avec Jan Vertonghen, avec Torgan Hazard, que sur le terrain? Oui, mais ça ne devrait pas être une excuse ou voilà, pour s'échapper de la réalité. Je suis certain que David Hubert et tout le monde a bien préparé son match, l'équipe et tout, mais je répète, voilà, je crois qu'après dans la lancée de la Real Sociedad, on a gagné. Le Classico facile, on a gagné. Ludogorets, on a gagné, on est premier en Europa League. Bruges, voilà, c'est un match qui va suivre, ça va aller. Non, je veux dire, il faut savoir quand même que le championnat de Belgique est compliqué, difficile. Et pour une équipe comme Anderlecht, tous les déplacements s'apparentent à des traquenards. Moi, je l'ai connu en tant que joueur. Que ce soit se déplacer à Westerlo, on l'a vu au Beerscot. Ils t'attendent, au cercle, n'importe quoi. Ce sont des traquenards. Donc, le club aussi prépare un accueil énorme. Donc, tu vas être bousculé, tu vas être secoué, ça c'est sûr. Donc si dans un premier temps, avant de parler des qualités des joueurs, la première réponse est répondre au débat physique. Ouais. Parce que on s'est fait manger dans les courses, on s'est fait manger dans les airs, on s'est fait manger dans les duels, dans les tacles. Donc la première réponse, avant de parler de qualité, de mouvement, d'automatisme offensif, etc., pas des erreurs individuelles, parce que là, on peut être tolérant, ça nous est tous arrivé, et ça arrivera encore, des erreurs individuelles. C'est facile de jeter la pierre sur un qui fait une erreur. Bon, ok, ça, voilà. Mais je pense que globalement, voilà, l'équipe n'a pas répondu à cette première vérité qui est le débat physique, les duels. Oui, c'est ça. Ça, c'est pas nouveau. C'est pas parce que le football a évolué que ça a changé aussi. Non, il y a dans les déplacements, montrer qu'on a de la personnalité, montrer qu'on peut répondre aussi aux 10-15 premières minutes de feu qui vont arriver. Et ça n'a pas été le cas. Et puis après, on n'a pas su surmonter ça. Et donc, on n'a jamais pu asseoir, je veux dire, les qualités offensives du sportif. Je crois que le premier tir pour Mignolet est arrivé à la 60e minute. C'est ça. Ça dit beaucoup de choses dans les data, pour ceux qui, voilà, les gourous du data. 60e minute, premier tir. Voilà, mais voilà, globalement, je crois que la synthèse, bon, ils analyseront ça certainement mieux que moi. Mais la synthèse, c'est ça surtout, il y a eu un manque d'agressivité positive. Oui, mais je veux dire, dès le début du match, on n'a pas senti une équipe qui avait le couteau entre les dents. Ouais. Et après, ça se paye, surtout dans un match. Ça commence déjà dans le couloir. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais... Là, déjà, ça commence. Tu donnes ta carte de visite, là. Je crois que... Il y a beaucoup de choses pour une équipe qui veut vraiment jouer le top. Il y a l'aspect football et il y a aussi l'autre côté. Il y a sur le terrain ce qui se passe, l'intimidation, l'agressivité, les petites choses comme ça, les petits détails qui font que tu peux surmonter ton adversaire. Mais si on reste lisse, banal, normal, on fait son petit match, je crois qu'on ne peut pas à ce moment-là passer dans la catégorie supérieure de battre Bruges chez lui. Voilà, c'est ce qui a manqué, mais c'est dommage. Mais voilà, comme on a dit, que ça soit au Beerscot, que ça soit à Bruges, les matchs en déplacement, Anderlecht va devoir effectivement augmenter ça. Ouais. Phil, on parle beaucoup de la défaite d'Anderlecht, on parle peu de la victoire de Bruges. Qu'est-ce qui peut arriver à cette équipe du club de Bruges cette saison? Je me retrouvais un peu dans le même cas que celui d'Anderlecht. De dire qu'en championnat, ça va aller. On l'a fait l'année passée. L'année passée, on n'était même pas dans le top 6. On y est rentré tout doucement à la fin, sur la pointe des pieds, et on est devenu champion. On est à la barbe de tout le monde. De tomber dans ce problème-là, de dire bah, on a le temps. De toute façon, si on est dans le top 6, ce qui est une vérité, hein, à la fin de saison, parce que là, tu vas commencer à gérer tes efforts, tes blessés, les cartes jaunes, etc. De façon, il y en a même qui font des préparations maintenant, juste avant les playoffs. De tomber dans cet engrenage-là de facilité. Ouais. Mais je pense, mais je peux me tromper, qu'avec un Nicky Ryan, qui est aussi un nouvel entraîneur, on va dire, qui a commencé la saison en tant que nouvel entraîneur, lui aussi ne veut pas ça. Il veut, d'ailleurs tu l'entends dans ses discours, chaque match est une nouvelle histoire, que ce soit en Champions League, ou que ce soit en championnat, ou en coupe maintenant, la semaine prochaine. Il veut chaque fois tourner la page, et comme ça, tenir ses joueurs motivés. Et je trouve pas ça mal. C'est justement la Coupe de Belgique cette semaine. Bruno Anderlecht qui affronte Tubize. Qu'est-ce que tu attends de cette équipe du Sporting contre Tubize?
J'ai eu le délégué en ligne cette semaine, puisque l'association sportive m'a demandé d'être le syndic de la tribune de presse, donc de gérer les accréditations. Et le gars, Pascal Delmoitier, que je connais depuis des années et des années, me dit, écoute, franchement, c'est une victoire pour vous, les doigts dans le nez, parce que, on ne se fait pas d'illusions. Pour eux, ce qui est gagné, c'est qu'il y a 7000 personnes. Il y aura 7000 personnes pour un match pareil. Donc, c'est l'événement. Et moi, je lui ai dit, écoute, pour un événement pareil, il y a toujours une surprise qui est possible aussi. Chaque année. L'année passée, Anderlecht est allé à la Louvière. Bon, la Louvière, c'est encore un autre niveau. Ouais. Mais je veux dire, c'était 0-1, un but de Raman. Et pour le reste, on n'a rien vu. Enfin, le seul que j'avais vu ce jour-là, c'était le petit Tristan de Grève que je voyais à l'œuvre pour la première fois. Et je me suis dit, bon, là, il y a quand même encore une pépite. Mais pour le reste, c'était vraiment tout juste. Donc, oui, ici, tu as affaire encore à une catégorie inférieure. Mais je veux dire, tu es transcendé par le public. Encore une fois, c'est le match de l'année. Tu y vas, tu mets le pied. Et je vous ai dit, quand Anderlecht a affaire à des gens qui rentrent dans l'art, ils ont vraiment des difficultés. Autre club bruxellois qui a connu des difficultés ce week-end, c'est l'Union, qui a été battu à domicile contre le Cercle de Bruges. Certains fans unionistes ont crié Pocognoli démission. Est-ce que tu comprends ce message envoyé par les supporters de l'Union? Je peux comprendre dans l'idée où les résultats suivent pas, mais voilà, le problème c'est que c'est pas Pocognoli qui est sur le terrain. Et c'est le problème depuis le début de saison, c'est que l'Union n'arrive pas à marquer. Et quand tu ne marques pas, tu ne mets plus la même pression sur l'équipe adverse qui peut ressortir. Et en face, c'était le Cercle qui a, même s'ils ont fait un mauvais début de saison, ils ont comme une ligne offensive qui est hyper intéressante. Et voilà, ils ont peut-être eu le déclic contre l'Union. C'est dommage pour les Saint-Gillois, mais voilà, tout ce qu'il faut faire, c'est travailler la finition. Et ça va peut-être venir, ou ça ne viendra pas, et c'est un problème de recrutement. Mais Pocognoli, je crois, ne sait pas faire grand-chose de plus, parce que les occasions sont quand même là. Ouais, donc, Bertrand. Non, moi je crois, je veux dire, la première mi-temps était tout à fait correcte de la part de l'Union. Moi, j'ai pas l'impression, encore une fois, peut-être que le retour des vestiaires a été le problème. J'ai pas l'impression, on s'est dit, voilà, l'Union, voilà, ça va, enfin on a marqué, en première mi-temps ça va, deuxième mi-temps ça va aller. Et donc, j'ai peut-être l'impression que voilà, les 10-15 premières minutes du retour au vestiaire de la 45e à la 60e, ils sont retombés dans de nouveau ce problème. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre à ce niveau-là de baisser un peu le rythme ou le tempo. Et ils ont pris 2 buts comme ça. On ne parle pas du dernier parce que c'était... Mais voilà, 10-15 minutes qui ont été fatales à l'Union. Et c'est ça qu'on retient malgré tout. Sinon, pour le reste, quand ils ont réagi... Ils ont eu des occasions, ils auraient pu remarquer, etc. Donc finalement, je veux dire, ils ont été méritants, ils méritaient, mais bon, à ce niveau-là, même quand on mène, on ne peut jamais penser que c'est fini, on ne peut jamais lâcher. Surtout dans leur situation. Surtout dans leur situation. Ouais. Et ils ont lâché 10-15 minutes qui leur ont été mortelles, quoi. Et celles-là, elles sont maintenant, non, il ne faut pas accabler l'entraîneur, mais je dirais à un moment donné aussi, les anciens de l'équipe, etc., doivent aussi prendre leurs responsabilités, je trouve, même pas toujours. Parce que si la semaine passée, on entendait les anciens dire les attaquants, c'est quand qu'ils vont marquer? Hier, on doit dire quoi? Les attaquants, ils vont dire quoi? Essayez d'abord de défendre. Vous avez pris 3 hier, les défenseurs, avant de parler. Vous jouez. C'est pas bien d'envoyer la patate chaude sur ou les attaquants ou les défenseurs. Voilà, c'est l'équipe qui a eu 15 minutes de flottement qui ont été fatales. Donc il faut analyser ça pour que ça n'arrive plus. Mais bon, le temps presse malheureusement pour l'Union. Ils n'ont plus non plus tant d'occasions pour... voilà, les semaines passent, les points sont gâchés. Et maintenant, ils se retrouvent dans une position effectivement d'une équipe en milieu de classement. Ça va être compliqué, mais voilà, rien n'est fini. On est qu'au mois de novembre bientôt, donc c'est encore trop tôt. Mais voilà, ça a fait mal hier en tout cas. Une situation difficile, Phil. Une victoire en 11 matchs, toutes compétitions confondues pour l'Union. Je suppose que dans ta carrière de joueur aussi, tu as connu des périodes comme ça plus compliquées. Comment est-ce qu'on ressort comment est-ce qu'on arrive à sortir de cette spirale négative? Déjà, il faut essayer de ne pas y rentrer. C'est déjà la première chose. Et une fois qu'on est dedans? Et quand on est dedans, il y a un mot en flamand qui
qui est très bien pour ça, tu vas tout de suite le comprendre, Bruno. Phalanx, ça veut dire, tout compte fait, la peur d'acter, la peur de mal faire. Ouais. Et si ça s'installe après une période comme ça dans une équipe, parce que quand tu es en forme, tu vas frapper au but, ça va faire poteau-but. Et quand tu n'es pas en forme, et que tu es un peu dans la merde comme maintenant, comme l'Union, ben, le courant va se retourner contre toi. Ça va être poteau, mais le gardien va faire une boulette et ça va... Et quand tu rentres dans cette spirale négative, tu dois être fort, tu dois croire en tes moyens, croire que ça va aller, etc. Tout faire pour, bien entendu, mais ne pas avoir phalanx, donc la peur de jouer avec un pampers, c'est à dire si on est battu aujourd'hui, et si je frappe au-dessus, et tu vas entendre les supporters qui vont commencer à gueuler. Et voilà, ça c'est un peu le scénario à éviter. Oui, Julien. D'autant que le championnat est ultra serré pour le moment. Je crois qu'il y a 3 points ou 4 points entre le 15e et le 7e. C'est pas encore la panique, quoi. Non, c'est pas encore la panique, mais ça peut aller vite. Tu peux vite te retrouver dans une zone près de la zone rouge, voire carrément dans la zone rouge. Et quand tu es l'Union... tu vois que les supporters ont déjà crié Poco... Mais oui, mais quand tu es une équipe comme l'Union, je pense aussi au Standard, même Anderlecht, Charleroi, tu te retrouves là, tu as une certaine pression qui va commencer à se mettre et tu as le risque de ça. Voilà. Tu vois, ou la peur au ventre, ou de vouloir forcer ton jeu, et quand tu le forces, ça ne fonctionne pas. Bruno, après la rencontre d'hier, Anthony Maurice nous disait aux journalistes que peut-être que les gens avaient simplement mis la barre trop haut avec l'Union finalement, vu les 3 belles saisons. Est-ce que tu es d'accord avec lui ? Oui, peut-être. Il faut dire que jusqu'à présent, ça a toujours souri. Hein. Ils ont trouvé la parade, ils ont vendu des joueurs, mais ils sont parvenus à dénicher des joueurs qui convenaient, qui ont fait le job. Mais je veux dire, chaque année, tu ne parviens pas à taper dans le mille. À un moment donné, il y a quelque chose qui va peut-être être moins bien, et peut-être que c'est ce qui se passe cette année. Je veux dire, ils ont réussi 3 saisons, mais vraiment, au-delà des espérances, hein, quand tu vois tout ce qui s'est passé. Et voilà, ce sera peut-être la saison, une moindre saison. Ouais. Mais enfin, je trouvais que du côté de l'Union, justement, il y avait un public assez tolérant, hein, puisqu'ils se disaient, finalement, on est parvenu à se mêler à la lutte au titre, etc. On a joué l'Europe. Et ici, maintenant, tu vois, l'appétit, il vient en mangeant, et tu commences à avoir des petits grincements de dents en disant, oui, mais voilà, il aurait fallu faire ça, il aurait fallu faire ça. Mais encore une fois, on l'a déjà dit, tu te prives de Nilsson, tu te prives d'Amoura, tu te prives de Puertas. À un moment donné, voilà, c'est comme l'année où Anderlecht a vendu Kohler, Radzinski et Gore, et que Aimé Antunis a dit vous me privez d'un trio qui a marqué 57 buts. À un moment donné, ça casse. Le seul club bruxellois qui a gagné ce week-end, c'est Molenbeek, avec une victoire arrachée de justesse, avec un but dans les arrêts de jeu. Ouais. Est-ce que c'est pas ce genre de match qui montre que Molenbeek a ce qu'il faut pour aller chercher le titre ? Si, après, on a vu les 2 matchs avant que c'était un peu compliqué par moment. Ouais. Ici, on a retrouvé pendant une bonne heure de jeu ce qu'ils avaient montré au début de saison. Et avec du beau jeu, entre guillemets du tiki-taka, mais il y avait de l'intensité, du rythme et des combinaisons. Et puis après, ça a un peu retombé dans des travers. Et donc, ici, c'est 3 points qui vont faire du bien pour ils reprennent la tête, tu continues à avancer. Tu montres que tu as des joueurs sur le banc qui peuvent apporter quelque chose, même si le banc reste un problème parce que c'est très léger. Mais sur le plan mental, ils ont montré, ils savaient s'arracher pour aller chercher une victoire jusqu'au bout. Et c'est un match contre Zult qui arrive maintenant. Zult, mais qui a aussi un programme, je dirais pas compliqué, parce que la coupe, quand on est une des deux, c'est un peu sans pression, mais un programme aussi chargé. Et donc, l'avantage de Molenbeek, c'est qu'ils vont jouer ce match à domicile avec leur public. Qui est quand même un gros avantage en Division 2. Et oui, le match ici gagné ce week-end, ça va être un adjuvant moral, à l'inverse de Zult qui menait 2-0 contre les Framborains et qui a réussi à se faire remonter et qui n'est pas passé loin même de la défaite, quoi. Donc, on finit notre tour de Pro League avec le Standard qui a été sèchement battu 3-0, même si finalement le Standard n'a pas proposé un mauvais match, surtout une bonne première mi-temps. Bertrand, est-ce que tu sens que la sauce est quand même en train de prendre au Standard malgré le 3-0 ? Le déplacement à l'Antwerp aussi est compliqué, c'est que le public là, est très très présent aussi pour pousser son équipe, et donc je crois que c'est
un petit détail aussi qui a fait que voilà, c'est ce but encaissé juste avant la mi-temps. Au plus mauvais moment, vraiment, ils ont encaissé ça peut-être encore, je le répète, dans des déplacements, même le Standard ou les joueurs doivent être concentrés au maximum. Et cette petite erreur de placement même du défenseur, l'assist est magnifique, mais je veux dire, il faut rester constructif. S'ils avaient tenu jusqu'à la mi-temps, pourquoi pas, un résultat tout à fait honorable. Maintenant, à l'Antwerp, c'est compliqué de résister aux vagues qui arrivent. Il y a eu effectivement Chéri là, qui a marqué un goal somptueux aussi de calme et de finition magnifique. Mais au niveau du classement, je trouve que c'est correct. Au niveau du jeu proposé, compte tenu de l'effectif, c'est tout à fait correct. Donc l'objectif, ne l'oublions jamais, c'est de passer une saison tranquille, sans problème, sans vague, que ça vienne de l'équipe ou que ça vienne de la direction. Ils doivent passer une saison dans la stabilité un petit peu. Voilà, donc ça, parfois, perdre un match de temps en temps, c'est pas la fin du monde. Et je crois qu'à l'Antwerp, c'est pas une honte non plus de perdre. Et petit à petit, voilà, ils progressent, je trouve, de semaine en semaine. Malgré la défaite, je trouve que cette équipe du Standard prend forme. Après la rencontre, Phil, Ivan Leko a encore taclé certains de ses joueurs en disant que certains pensaient plus à eux qu'à l'équipe. Est-ce que tu trouves ça normal qu'un entraîneur, voilà, comme ça, en conférence de presse, c'est pas la première fois qu'il fait ça, tire un peu sur certains joueurs? Il a un jeune groupe aussi, donc je pense que c'est aussi une façon de remettre tous les pions à leur place après le match. Et c'est évidemment, en tant qu'entraîneur, plus facile à faire quand tu as été battu. Mais comme tu dis, Bertrand, c'est correct. S'ils arrivent déjà, dans la plupart des cas, je ne vais pas dire chaque fois à gagner chez eux, mais à ne pas perdre chez eux, ça va chaque fois rebooster le chaudron liégeois, je vais dire, en disant on va aller à l'extérieur jouer la semaine prochaine en essayant de faire un résultat. Ils se sont armés un petit peu pour essayer de passer une saison, on va dire, tranquille. Et je pense que ça, Leko, il l'a bien en tête pour essayer de gérer son groupe, disant, écoutez les gars, calme, on essaye de gagner chez nous, on va voir à l'extérieur. Et ça va, c'est pas non plus, ils sont pas derniers, et l'eau, elle est là, mais... Même s'ils ont pris 3-0 contre Anderlecht, ils ont pris 3-0 contre l'Antwerp, mais bon, ça c'était un petit peu trop haut pour eux en ce moment. En ce moment, ouais, voilà. Mais pourquoi pas dans la suite ils doivent, à mon avis, plus pointer sur les matchs à domicile. Ouais. Bruno, tu as vécu de nombreuses saisons de Pro League où le Standard était pas mal dans le classement. Qu'est-ce que ça t'évoque, le fait que le Standard est devenu une équipe qui doit simplement réussir à passer une saison tranquille? C'est pas un peu triste? Oui, parce ce qu'on aime, nous, enfin, en tant que représentants de la presse, on aimait bien ces équipes, comme Philippe le disait, le chaudron de Sclessin, Bruges, etc. Mais je disais la presse ce matin, et notamment les commentaires de Marc de Gries, puisque on a eu 2 matchs au sommet hier, donc un Bruges-Anderlecht et puis le match Gand-Genk. Et le commentaire de Gris, c'était Anderlecht et Gand ne sont plus des équipes de pointe. Et le Standard n'est plus une équipe de pointe. C'est Bruges qui mène le bal, c'est Genk qui mène le bal. Il y a eu d'autres choses. Et donc, il faut pouvoir accepter que le Standard soit en reconstruction. Et ça vaut également pour Anderlecht. Évidemment, compte tenu de l'histoire, de l'historique, on a envie que ça se passe très vite, mais parfois ça prend beaucoup de temps. Quand tu vois tout ce qui s'est passé à Liège en quelques mois, tu te dis, oui, une équipe comme ça ne s'achète pas en un tournement. Donc voilà, il faudra du temps. Il faudra du temps à Anderlecht aussi, ça c'est sûr. Et puis Gand, ils ont passé un cap aussi. C'est une nouvelle direction, puisque... Yvan De Witt est parti, il y a un nouveau président, donc nouvel entraîneur aussi, nouvel entraîneur avait quand même mis quelque chose en place. Oui, c'est ça. Donc il faut pouvoir être patient. Problème, c'est que les gens ne sont plus patients. Tu as été habitué à manger des grives et maintenant tu manges des merdes. Voilà. Les supporters ne sont pas patients, ceux de Charleroi non plus, Julien. Ils ont perdu 0-2 contre Louvain. Est-ce que tu sens aussi cette fracture, peut-être Flandre-Wallonie, avec Charleroi, le Standard, qui ont du mal à mettre les choses en place, et puis des clubs comme l'Antwerp, comme Bruges, comme Genk, comme Gand, qui ont pris le train et qui accélèrent? C'est une réalité économique, simplement aussi. Les moyens en Flandre sont pas les mêmes qu'en Wallonie, c'est supérieur.
Et si tu veux boxer dans la même catégorie, tu vas dans le rouge, comme le Standard, où tu dois espérer faire des bons transferts de temps en temps, comme Charleroi l'a fait quelques saisons. Si ça tourne un peu moins bien pour le moment, mais les supporters, comme Bruno l'a dit, ils ont été habitués à de bonnes choses. Et puis quand tu as de moins bonnes choses, c'est compliqué de se remettre prendre du recul. Être supporter, t'es dans la passion, donc le recul, tu connais pas. Donc oui, je peux comprendre que les supporters soient déçus, qu'ils ne comprennent pas les résultats de leur club, mais voilà, faut parfois arriver à mettre les choses à place, détacher et réfléchir et dire ok, faut accepter, quoi. Ouais. On va terminer cette émission avec le Ballon d'Or, la 68e cérémonie du Ballon d'Or, qui va avoir lieu ce soir à Paris pour récompenser le meilleur joueur de la saison 2023-2024. Je vais vous demander votre pronostic. On va commencer avec toi, Phil. Qui doit remporter ce Ballon d'Or d'après toi ? Avant de donner mon pronostic, je trouve que c'est toujours délicat en tant que... Enfin, dans ce qu'on fait maintenant, on va appeler ça des consultants. Hein, on est des consultants analystes. C'est qu'il ne faut pas trop se fier, et c'est ce qui se passe malheureusement à mon humble avis, à l'image du personnage. On se base, on prend l'exemple de Vinicius, parce qu'il est dans les favoris, dans les nominés. Oui, c'est un bon joueur, mais c'est un chiant, c'est un provocateur. Je ne parle même pas du côté racisme, c'est encore plus grave. Mais on en fait toujours une image positive ou négative. Et ça peut parfois influencer le truc. Si on arrivait déjà uniquement à juger et à le valoriser par ses performances footballistiques, techniques, technico-tactiques, enfin tout ce que tu veux, oui, sans prendre en compte l'image du personnage. Donc moi j'irais, à mon avis, c'est mon humble avis, pour Bellingham, parce qu'il a tout, Mbappé et Haaland. Bertrand ? Entre Vinicius et Haaland et Bellingham, oui, voilà, je crois que c'est peut-être le trio dans l'ordre ou dans le désordre, je sais pas. Maintenant, mais voilà, il faut quand même avouer ils ont fait une saison assez monstrueuse tous les trois, donc c'est difficile de les départager, je trouve. Mais bon, là, ils sont très jeunes encore, donc c'est ça qui est dingue. Ouais. C'est ça que généralement. Il y a une génération plus jeune avec le Jamal là. Lamine Yamal, Güler aussi du Real Madrid, Musiala, qui sont ceux qui arrivent sont hyper forts, quoi. Donc généralement là on attribue un Ballon d'Or à des joueurs qui ont une carrière, qui sont déjà, ils ont de la bouteille. Ici, ce sont encore des gamins, quoi. Enfin, gamins, façon de parler, mais jeunes, avec tout l'avenir devant eux. Et déjà à ce niveau, c'est fantastique, je crois. Julien, on parle de l'autre côté de la table d'attaquants qui marquent, Haaland, Mbappé, Vinicius. Est-ce qu'un joueur comme Rodri, qui a gagné l'Euro, qui a gagné la Première Ligue, mais qui est peut-être un peu moins dans la lumière, pourrait remporter le Ballon d'Or ? Moi, c'est le joueur que j'aimerais voir remporter le Ballon d'Or. C'est clairement Rodri. Il a fait une saison monstrueuse avec City. Il a fait un Euro monstrueux avec l'Espagne. Si l'Espagne gagne l'Euro, il est un des joueurs majeurs. Et oui, c'est vraiment lui que j'aimerais voir gagner. Après, à milieu de terrain qui gagne, c'est plus arrivé depuis Modric en 2018. Et avant ça, il faut encore remonter. Voilà, donc si on reste sur les attaquants, qui ont quand même plus de chance parce qu'ils sont plus bankable, je mettrais Vinicius, puis Haaland, parce que sa saison est énorme aussi. Mais à côté de ça, en Champions League, il ne la remporte pas, et avec la Norvège, l'Euro, il n'y a pas. Et par contre, on parle de Mbappé, mais moi, je ne le mets même pas dans le top 5. Parce qu'il fait une saison très moyenne avec le PSG. Sa deuxième partie de saison, elle est même catastrophique. Avec la France, ils font un Euro qui est banal. Voilà. Donc je vois pas... Il n'a rien eu d'étincelant cette année, 23-24, Mbappé, pour revendiquer quelque chose. Donc, à mon avis, ce sera Vinicius, Haaland et Bellingham. Et je pense pas que Rodri soit dans le top 3, à mon grand désespoir. Bruno, Vinicius qui a gagné la Ligue des Champions, la Liga, la Super Coupe d'Espagne, c'est aussi toi ton grand favori ? C'est mon favori, oui. Mais contrairement à ce que je dis Philippe, moi je trouve que l'à côté, moi j'en tiens compte aussi parce que tout d'abord c'est un gars qui a été régulier pendant toute la saison. Et deuxième chose, l'Espagne, quand je vois les réactions des gens, le racisme qui est là, me dire qu'il doit encaisser ça chaque semaine, que bon, il alerte tout le monde en disant c'est pas possible, qu'on dit oui, on va trouver les fautifs. Le dernier match, le dernier Classico, la Real Barça, quand tu vois la manière dont Yamal est traité,
Vinicius, c'est chaque semaine. Et malgré tout, bon, il passe au-dessus de ça. Il est performant. Contre Dortmund, il a encore été extraordinaire. Pour moi, il le mérite. On a parlé de Bellingham. Bellingham, moi, je vois plutôt une saison en 2 volets. Très, très fort au début. Les dernières semaines, beaucoup plus compliquées. Ouais, l'Euro n'était pas terrible pour lui. Non, exactement. Tu as le cas de Haaland, mais qui, lui, n'a pas pu se distinguer avec la Norvège, mais qui est monstrueux aussi. Et puis, j'irai voir dans le plus beau football qu'on puisse produire en Europe, c'est l'Espagne. Tu as Rodri. Ouais. Mais je trouve que le vent de fraîcheur, c'est Lamine Yamal, ça c'est extraordinaire. Ouais, je trouve qu'il faudrait montrer à tous ces gars qui, à 15 ans, disent moi je veux gagner 5 millions là-bas plutôt que là, etc. Ouais. Preste d'abord, montre d'abord ce que tu sais faire avant de jouer les matamores. Ouais. Petite question à tous, on a cette année une grande première depuis 2012. Qu'est-ce que c'est ? Il n'y a pas de Belge nominé. Il n'y a pas de Belge dans le top 30. Est-ce que c'est logique, d'après toi ? On aurait pu éventuellement avoir De Bruyne, mais il a été out quand même pas mal de temps. Donc, Courtois aussi. Pour moi, c'est surtout Courtois, mais pareil, il a été absent à un grand moment. Ouais. Et voilà, c'est les 2 seuls absents finalement, mais pour cause de blessures. Parce que si on voit leurs prestations, ils sont dans le top 30, dans le top 20, et même je pense à Courtois dans le top 10, sans souci. Oui, dû à certaines blessures et à... Voilà, d'autres problèmes. Lukaku aussi, une saison un peu aussi compliquée. Mais bon, on reste fiers quand même. Hein. L'année prochaine, on en aura quelques-uns, je pense. Et qui, par exemple, Phil, si tu devais... Courtois. Moi, je trouve Courtois, automatiquement. De Bruyne, s'il peut être épargné un peu de ces petites blessures, et que, c'est peut-être bizarre, que notre équipe nationale... rebondissent, ne fût-ce qu'un petit peu, on va pas trop espérer parce que c'est assez délicat. Imagine-toi un retour de Courtois, pour quelle que soit la raison. On va plus déterrer le bazar, hein, parce que on a déjà assez parlé. On en a déjà parlé, mais imagine-toi qui est tort, parce que il a quand même dit il est possible il frappe à la porte. Là, je le vois dans le top 10, facile, parce que chaque semaine au Real, il fait quelque chose. Malgré la force et la suprématie du Real Madrid, chaque semaine, il fait quelque chose de costaud. Bertrand, la dernière question sera pour toi. Romelu Lukaku dans le top 30 dans le futur, c'est encore quelque chose d'envisageable ? Oui, il faut lui laisser un peu le temps. Il vient d'arriver à Naples. Ça reste quand même un attaquant de pointe parmi les meilleurs. Puis c'est notre meilleur aussi réalisateur aussi au niveau belge dans les statistiques de toute l'histoire. On a tendance un peu à l'oublier aussi. Donc moi j'aime beaucoup Romelu, je trouve qu'il est c'est un attaquant complet. Évidemment, on ne peut pas tout avoir et effectivement le bagage hyper technique pour jouer la possession et la finition et le jeu en profondeur et la tête et tout. Voilà, bon, bah, il a déjà prouvé quand même qu'il était un attaquant du top mondial. Je crois que le temps de s'adapter à Naples, parce que c'est pas simple là-bas, je crois qu'il va rebondir vraiment de manière... il le mérite en plus, parce que c'est un super mec, un garçon attachant, et je lui souhaite. Et on reparlera de tout ça la semaine prochaine, la Coupe de Belgique, le championnat de Belgique et les compétitions européennes qui recommencent déjà la semaine prochaine. Merci beaucoup de nous avoir suivis en direct.